je finis tous mes jeux. Et vous? Bon, ça peut paraître une question un peu bête, dit comme ça, mais bon. C'est pas rare de voir des vidéos sur les gens qui vont exposer leur bibliothèque Steam, où la liste de jeux s'étend à perte de vue, ou certains qui parlent du coup de l'impossibilité de finir certains jeux, ou même l'impact des hypes de sortie de jeux. Et si même on regarde les statistiques sur tous les joueurs qui ont acheté un jeu, combien sont allés jusqu'à la moitié, combien sont allés jusqu'à la fin, on voit que les gens restent rarement tout le jeu. On voit que la question n'est pas si anodine puisque rares sont en fait les gens qui finissent vraiment tout leur jeu. Et il n'y a pas de honte, hein. Des fois on achète des jeux parce qu'ils sont en réduction, ou on se rend compte qu'ils nous plaisent pas une fois qu'on y a joué quelques heures, ou on a d'autres jeux à faire, pas le temps, bref. Puis il y a qu'à regarder le nombre de lives ou de vidéos d'influenceurs lorsqu'un jeu sort, et combien de ces mêmes influenceurs le finiront réellement. Bon après il y a les OP là-dedans, mais bref, laissons ça de côté. Parce que là c'est sûr qu'au-delà de la question du jeu, il y a la question de création de contenu, bref, on n'en parlera pas aujourd'hui. Cette vidéo d'ailleurs fait écho à celle de Block qu'il a sortie il y a quelques semaines, sur les mondes ouverts, et sur le fait qu'il n'arrivait pas à finir ce genre de jeu. Bon, pour résumer, même si en vrai allez la voir, la formule des mondes ouverts est de plus en plus populaire, ces jeux sont trop grands, demandent trop de temps, et si vous avez une personnalité comme Block, vous êtes trop facilement distrait. Moi j'avoue, c'est un objectif, je suis la quête principale, et hormis rare exception, ou si je vais essayer de faire un 100%, je n'en dévie pas. Mais bref, je vais essayer de développer du coup cette question-là en quelques gros points aujourd'hui, sur pourquoi vous devriez finir vos jeux. Et bah écoutez, si vous êtes prêts, c'est parti. Déjà, les jeux, ça coûte cher. Bon, si on met de côté les jeux gratuits, autant rentabiliser votre argent. Je suis certain que nombre d'entre vous ont des bibliothèques Steam remplies de jeux achetés, soit lors de soldes de Steam, soit par hype, mais où une majorité des jeux n'ont jamais été lancés, ou presque. Et on retrouve beaucoup de jeux qui n'ont pas forcément d'histoire, et ce n'est pas un mal. J'ai passé moi-même beaucoup d'heures sur Minecraft, Hearthstone ou Dead by Daylight. Mais on va pas parler de ces jeux aujourd'hui. Tous ces autres jeux coûtent de l'argent, et si vous vous amusiez, je pense, à recompter combien vous avez dépensé sur toute une bibliothèque Steam, je pense que la somme en euros de tous ces jeux est au moins à 4 chiffres. Moi-même, je suis sociologue, donc plutôt critique du capitalisme, donc forcément, je ne peux que vous conseiller de vous éloigner des effets de mode et du consumérisme. Évidemment, les grosses compagnies s'en fichent que vous jouiez ou non à votre jeu, que vous passiez 1 heure ou 300 heures, ce qui compte c'est le chiffre de vente. En tout cas pour les jeux sans microtransactions. Donc le meilleur moyen d'économiser, si je puis dire, c'est de vous préserver des hypes. Consommez les jeux à votre rythme, et vous verrez que vous dépenserez moins d'argent, puisque vous achèterez mécaniquement moins de jeux. Et en plus, si vous attendez un petit peu la sortie des jeux, plutôt que les acheter Day One, les jeux finiront toujours par entrer en réduction. Donc réappropriez-vous votre pratique du jeu vidéo, et ne laissez pas les autres et le marché vous la dicter. D'ailleurs j'y pense, mais les gens qui font du speedrun, c'est un peu le meilleur moyen de pas trop dépenser d'argent. Vous prenez un jeu et vous le surponcez. Bref. Sinon vous pouvez aussi vous tourner vers des jeux beaucoup plus anciens, beaucoup moins hype. Et je suis d'ailleurs persuadé que vous découvrirez pas mal de pépites. Puisque la hype est toujours maintenue sur les dernières sorties. Mais des fois, vous revenez juste 5-10 ans en arrière, vous avez des putains de bons jeux. Deuxième point de développement, les jeux, ça prend du temps. Comme on l'a dit un peu plus tôt, la formule du monde ouvert est assez démocratisée sur les grosses productions. Et si on met de côté les jeux infinis, comme les jeux de ferme, les jeux en ligne, ou ceux qui ont une boucle de gameplay infinie, genre Minecraft, League of Legends, Hearthstone, ou dans une certaine mesure World of Warcraft, tous les autres jeux ont a priori une durée de vie. Et la mode des open world a un peu la vie dure, surtout que ça devient un argument marketing. Non mais vous inquiétez pas, le jeu c'est cher mais vous allez y passer de centaines d'heures. Ou mais c'est quasiment infini. Ça justifie le prix du jeu en vous promettant un nombre d'heures de jeu presque infini. Mais à quoi bon créer des mondes gigantesques mais vides et inintéressants? Surtout quand on pense que la majorité des gens n'exploreront même pas un dixième ou un centième de ces mondes ouverts. Alors vous allez me dire, oui, mais certains le font, donc c'est un peu pour eux. Et puis en plus, plus il y a de quêtes différentes, plus chacun peut prendre les quêtes qui les intéressent, et donc avoir une expérience à son image. Et autant je serais plutôt d'accord pour certains jeux, autant il y en a d'autres complètement pas. Puis votre temps n'est pas illimité. Donc bien sûr, des jeux comme Wind Waker, The Witcher 3, Baldur's Gate 3 vous raviront au plus haut point. Et l'appréciation d'un monde ouvert, bien fait ou non, est assez subjectif. Bon, même si les derniers Assassin's Creed, Sea of Thieves ou encore Forspoken ont été plus ou moins ouvertement critiqués, justement pour le manque d'intérêt de leur monde ouvert. Après, certains jeux sont inaccessibles pour beaucoup, dû soit à leur durée de vie justement, ou à leur difficulté. Un Elden Ring, Binding of Isaac ou Hollow Knight peuvent paraître infaisables tant l'investissement en temps demandé est important.
Et c'est un peu un pile ou face. Soit vous considérez que la difficulté ajoute de la durée de vie, et bah c'est cool. Soit vous vous rendez compte que vous fermez au plus grand nombre l'accès à votre jeu, et donc vous ajoutez quelques options d'accessibilité. Non seulement pour aider ceux qui ne pourraient pas le faire du tout, mais qui permettent aussi à des joueurs lambda d'en profiter plus tranquillement. Ainsi, vous pouvez être quasi invincible, avoir une aide plus ou moins poussée à la visée, et tout ça dans des très bons jeux, comme Control, Celeste, Another Scrapped Treasure, ou encore The Last of Us par exemple. Et c'est un des trucs qui aide à finir un jeu. Et en cela, les mods peuvent aussi être une réponse adéquate. Parfois, ils apportent des changements plus ou moins importants à un jeu, corrigent certains défauts, renouvellent l'expérience, ou justement aident à l'accessibilité. Par exemple, pas besoin de connaître tous les items d'Isaac, avec un ou deux mods, on vous dira à chaque fois quel item fait quoi. Ça vous évite de gâcher des runs, et certains n'ont tout simplement pas le temps ou la mémoire pour retenir les centaines d'items du jeu et toutes les synergies possibles. Mais même si ça prend du temps et que c'est cher, nos bibliothèques ne désemplissent pas. Le problème, c'est le choix. Tellement de jeux sortent tout le temps. Vous avez déjà dû entendre parler d'Indiepocalypse pour les sorties de jeux indés, tellement le nombre de sorties est infini. Mais le parti pris des jeux indés est souvent bien plus prononcé. Donc, même si beaucoup en sortent, il y a de grandes chances que beaucoup ne vous intéressent pas. Mais on peut du coup être quand même paralysé par le choix. Qui n'a jamais regardé sa longue liste de jeux sans réussir à choisir à quoi jouer? Ou vouloir acquérir un nouveau jeu, se tenir au courant des sorties, et pareil, se dire on va tout acheter et choisir c'est renoncer, comme on dit. On scrolle, et on finit par ne jouer à rien, puisqu'on n'arrive pas à choisir. Et c'est pour ça que certains font et refont leur jeu de cœur. Ça devient des jeux un peu doudous, réconfortants. On sait qu'on va l'apprécier, donc on le refait et on va le réapprécier tout autant. Peu importe le nombre de fois où on le fait. D'ailleurs, c'est souvent le cas pour les personnes angoissées. Ça apporte du réconfort puisque on sait exactement ce que l'on va ressentir, plutôt que se lancer dans une nouvelle expérience qui va peut-être nous décevoir. Après, tout le monde n'aime pas forcément le confort de savoir exactement ce que l'expérience de jeu va nous apporter. Et il est pas rare que certains préfèrent le saut dans l'inconnu. Quel meilleur sentiment que celui de se laisser porter par un jeu, son histoire, ses musiques, son univers, de monter à bord de l'aventure sans savoir où le bateau allait et apprécier le voyage encore plus fort. C'est une des meilleures sensations. Mais comme il y a de plus en plus de jeux et que ça coûte cher et qu'on n'a pas un temps illimité, généralement on préfère quand même bien se renseigner et être sûr que ce que l'on achète correspond à nos attentes. Les seules fois où on pourra faire ce saut dans l'inconnu entre guillemets, c'est généralement quand vous avez des connaissances qui connaissent bien vos goûts et qui vous conseillent certaines sorties. En mode t'inquiète pas, ça je l'ai adoré, tu peux y aller les yeux fermés. Et ça demande à ce que quelqu'un d'autre suive le marché du jeu vidéo pour vous, connaisse vos goûts, et sera toujours plus efficace que Steam qui vous conseille certains jeux. Bref. Le plus important, c'est de connaître ses goûts et ses envies. Testez, expérimentez, apprenez à vous connaître en même temps que de connaître vos goûts vidéoludiques, et vos expériences de jeu n'en seront que bien meilleures. Pourquoi est-ce que vous jouez? Quel univers ou thématique vous parle? Qu'est-ce que vous aimez comme gameplay? Par exemple, moi, je joue pour l'histoire. J'adore les jeux qui se jouent en solitaire, et qui évoquent des thématiques qui me parlent, évidemment. Et croyez-moi, j'en ai fait des jeux. Il y a qu'à voir mon Instagram. Et bien sûr, les réponses à ces questions pourront évoluer dans le temps. Mais savoir ce que vous aimez vous aidera à ne pas être déçu par des jeux trop hypés. Et plus vous allez jouer, plus vous allez découvrir ce qui vous parle le plus. Et au bout d'un moment, en quelques minutes, vous saurez immédiatement si tel ou tel jeu est fait pour vous ou non. Et rien ne vous empêche de regarder les autres sur YouTube ou Twitch. On est en live toutes les semaines avec Block sur Twitch d'ailleurs. Venez nous voir tous les jeudis soirs, 18h, 18h30. Parfois, on aime certains univers ou certains jeux sans en aimer le gameplay, ou sans avoir plus de temps que ça à y investir, et c'est alors plus simple de le suivre en let's play. Et ce n'est pas d'ailleurs moins joué. Ça vous évitera d'ailleurs, encore une fois, d'acheter des jeux que vous n'allez pas finir. Puisque la complétion de ces jeux sera dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous vivrez l'aventure par procuration, en y mettant le temps, mais moins que si vous y aviez joué vous-même, en pouvant passer les passages que vous n'aimez pas, et sans dépenser 1€. Bref, vous pourrez alors vous concentrer sur vos propres jeux. D'ailleurs, pourquoi ne pas aller chercher quelques 100%? Pour ce qui est des succès d'un jeu, les bons et mauvais platines, et que ça fera sans doute l'objet d'une vidéo un jour. Bon, maintenant qu'on a mis les choses au clair, les jeux ça coûte cher, ça prend du temps. Le problème, c'est le choix. Faut connaître vos goûts et vos envies. Penchons-nous sur les meilleurs jeux vidéo pour moi à ce jour. Et comme toute liste de jeux préférés, c'est très subjectif, on n'aura sans doute pas les mêmes avis sur tout. Et évidemment, je vous en ai sélectionné 13 parmi la quasi-centaine de let's play que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez des critiques sur chacun de ces jeux, allez voir mon Instagram encore une fois. Parce que bon, je vais essayer de pas trop développer non plus. Et les 13 jeux sont pas dans l'ordre. J'ai juste fait la liste comme ça, donc... Ok, hein. Déjà, Alice Madness Returns. Je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs il y a pas longtemps, allez la voir. Mais la réécriture du mythe d'Alice au Pays des Merveilles,
bien plus adulte, bien plus dark, avec des visuels vachement impactants. Banger. Portal 2. Comment ne pas citer ce jeu de réflexion incroyable. Histoire bien écrite, un univers intéressant, des mécaniques de jeu. Vraiment le jeu qui m'a introduit au jeu d'énigmes entre guillemets si je puis dire. Bon, si je mets de côté Myst Riven, etc. Bref, ça j'étais plus petit. Comment faire un top des meilleurs jeux sans citer Undertale? Bon, je ne vais pas dire et redire ce qui a déjà été dit, mais bon, je pense que vous le savez, musique, histoire, écriture, gameplay, tout est marquant. Pas pour rien que c'est considéré comme un des meilleurs jeux pour la majorité des gens. La série de jeux Hello Charlotte, beaucoup moins connue évidemment que Undertale, mais avec un univers beaucoup plus sombre qui m'a aussi énormément marqué quand je l'ai découvert. J'adore les jeux calmes, poétiques, beaux, et avec des messages profonds, donc évidemment gris, j'adore. Et d'ailleurs, pareil, vous avez une vidéo dessus, donc allez voir ça. Fable. Évidemment, je parle ici de Anniversary, le remake du premier jeu. Jeu incroyable, encore une fois pareil, gameplay, musique, univers, une trilogie qui aura marqué énormément de joueurs. Moi, c'est le premier qui m'a le plus marqué et que je trouve le plus brillant, et qui m'a surtout introduit à ce principe de vos choix ont des conséquences. Et ce, des dizaines d'années avant Dishonored. Et ça, je vous promets, vous aurez une vidéo là-dessus un jour, sur tous les fables, et à quel point, moi, ils m'ont marqué, et je les trouve géniaux. Nier Automata. Évidemment, une histoire et un univers passionnant, des réflexions sur l'humanité, le but de nos vies, bref, un grand chef-d'œuvre. Spiritfarer, pareil, un jeu où j'ai des centaines d'heures, que j'ai fait et refait, que je connais quasiment par cœur. Un jeu sur le deuil, la mort, mais qui du coup en contraste vous fait apprécier la vie, et vous rappelle de profiter de chaque instant, de chaque personne qui vous entoure. Bref, ça va vous tirer des larmes, mais putain, qu'est-ce que c'était bien. Persona 5. Bon, pour l'instant, c'est le seul que j'ai fini dans la saga, et j'ai pour but de tous les faire. Mais quel univers! Ce mélange de gestion de vie adolescent, et à côté, dans un genre d'univers parallèle, des combats dans la psyché des gens, bah c'est un peu comme nous les gamers, quoi. On a notre vie à gérer d'un côté, et puis de l'autre côté, on a tous ces univers qui s'ouvrent à nous, dans lesquels on se développe, qui nous font rêver, et où on peut être d'autres versions de nous-mêmes, quoi. Bon, là, censé être les mêmes versions, justement, parce que y a le côté masque social et tout, mais bref, vous avez compris l'idée. Talos Principle, pareil, du génie pur, des puzzles tellement bien pensés, un univers passionnant, qui va flirter sur plein de sujets philosophiques, de l'existence, du soi, comment on prouve qu'on est humain, est-ce que c'est bien sûr les règles, et qui en plus parsème son aventure de plein de réels écrits, de plein de périodes historiques, sur justement notre rapport aux autres, à la mort, à la société, bref, trop bien. Death Stranding, c'est pas pour rien qu'il y a une vidéo sur la chaîne, et qui dépasse son statut de simple simulateur ultime de marche, entre guillemets, comme beaucoup l'ont résumé, pour aborder justement plein de ces sujets qui me sont chers, sur le rapport aux autres, le but de nos vies, dans un univers assez glauque et à la fois magnifique. Frostpunk, évidemment, je vous en ai parlé récemment aussi. Et d'ailleurs, vous remarquerez que la majorité des jeux cités ici ont soit déjà connu une vidéo, soit en connaîtront une un jour, sur cette chaîne. Mais du coup, un des premiers jeux qui m'a fait aimer les jeux de gestion, puisqu'il rajoutait justement tout cet aspect sociologique dans vos choix et les conséquences que ça a, et vu qu'il flirte dans les mêmes questionnements que la série ou les films Snowpiercer, qui sont moi-même des séries et des films qui me parlent, justement pour les questionnements que ça amène, bah ça pouvait que me parler, quoi. Et ils ont tellement bien simplifié la formule de la gestion pour pas que ce soit juste un enfer de tableau Excel, juste parfait. Et je finirai sur Obradin. Vous êtes lâché là, sur un bateau, et c'est à vous que revient la lourde charge d'enquêter et de tout comprendre en partant de zéro. Vous ne connaissez pas qui est qui, vous ne savez pas ce qui est arrivé à toute cette personne, mais ces 51 membres d'équipage et tout leur voyage, depuis Londres vers les Indes orientales, à la fin de l'aventure, vous saurez tout. Et même si là je vous ai juste parlé un peu de tous les jeux qui m'ont marqué, ils m'ont pas tous marqué dès la première heure que j'ai mis dedans. Et c'est souvent en arrivant au bout de leurs histoires qu'on se rend compte d'à quel point ils sont forts et marquants. J'ai volontairement pas insisté sur chacun des jeux, chacun de leurs fins, et d'à quel point les avoir fait en entier les rend appréciables, mais c'est juste pour vous préserver de tout ça et que vous puissiez vous-même vous y plonger peut-être. Et si vous n'avez pas le temps, tous ces jeux ont été faits sur ma chaîne YouTube évidemment, tous ces jeux disposent d'une critique Instagram sur mon Instagram, et tous ces jeux, peut-être, je l'espère, disposeront d'une vidéo qui leur est propre sur cette chaîne. Ce qui est déjà le cas, je le rappelle, pour Death Stranding, Alice Madness Return, Gris et Frostpunk. Les autres arriveront, vous inquiétez pas. Au moins, ça vous laissera le temps de les faire avant que j'en parle. Donc, pour conclure, aucun jeu n'est parfait, et certains vous parleront plus que d'autres. Réappropriez-vous votre passion pour le jeu vidéo.
Y a pas de honte à ne pas faire ou ne pas aimer tel ou tel jeu. Ou même attendre des années avant de faire un jeu qui se dit populaire. Il n'est jamais trop tard. Le meilleur moment pour faire un jeu, c'est celui où il vous parlera le plus. Où il fera le plus écho à vos expériences. Où vous aurez le temps de vous y consacrer. Ah, des Persona 5, plus d'une centaine d'heures de jeu. Vu que je fais des let's play, je l'ai fait en 2 ans et demi, je crois. Bon bah ça a rendu le truc incroyable. Donc prenez le temps. Donc faites comme vous voulez en somme. Essayez juste de vous écarter un peu des tendances. Et vous verrez, vous y trouverez des sacrées pépites et des sacrées expériences de jeu. Et partagez vos expériences en commentaire. Quels sont les jeux que vous avez finis et qui vous ont marqué à jamais? Ou au contraire ceux que vous n'avez jamais finis et pourquoi? Quel jeu populaire a pu vous décevoir? Ou au contraire, quel jeu complètement inconnu vous a marqué plus que n'importe quel autre jeu dans votre vie? Et pensez à venir sur Twitch si vous voulez discuter de jeux vidéo et débattre un peu justement des prochaines sorties sur cette chaîne. Allez sur Twitch, Blocky974. Je vous dis à temps avec Block évidemment tous les jeudis soirs, vers 18h, 18h30 à peu près pour 3-4 heures de discussion. Ça dépend des fois. D'ailleurs ça me fait penser, je vous dis de prendre votre temps dans le jeu vidéo, de ralentir votre consommation, profiter de chaque instant, au lieu de courir et de traverser tous vos jeux, de ralentir et prendre votre temps. De marcher. Bref, à très vite pour développer tout ça.